Quand vous gérez la situation dans la partialité, dans l'injustice, il y a quelle réconciliation? Donc il ne suffit pas de dire les choses, il faut qu'elles soient vraies. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous faisons ce focus pour réagir sur le nouveau gouvernement qui nous a été communiqué le mardi 17 octobre 2023. Nous avons plusieurs remarques à faire, mais nous allons nous en tenir à 3 d'entre elles. La première, c'est que dans ce contexte de cherté de la vie, il n'y a pas eu de réduction des postes ministériels, qui sont passés plutôt de 32 à 33. Mais ce qu'on voudrait faire remarquer, c'est qu'au-delà de ces 32 postes, il y a 14 ministres-gouverneurs qui sont des postes inutiles et budgétivores, parce qu'on l'a déjà dit, ce sont des ministres qui ont un conflit de compétences avec les préfets de région et les présidents de conseils régionaux, alors qu'ils ont des budgets de milliards. C'est l'un des points de ce premier point. Donc, ne voyez pas seulement les 33 qu'on a annoncés. Et il y a tous les ministres aussi qui sont autour du président de la République. Il y a des gens, on dit ministre des Affaires ministérielles, des Affaires politiques, ministre de ceci, tel poste avec rang de ministre. Tout ça là, ça compte. Ça, c'est ce que vous ne voyez pas, mais qui compte aussi dans le nombre réel des ministres. Et au lieu de réduire, même descendre à 25, au contraire, ils ont fait des découpages que nous, on ne comprend pas. Par exemple, le ministre de l'économie, la communication et comment on appelle ça, de l'économie numérique. On scinde son ministère et on crée un ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. Bon, tout ça là, c'est pour accroître pour rien le budget de l'État. Parce que si un seul avait tout ça, et puis ça se passait bien, on vient scinder là, c'est pourquoi. Ça, c'est la première remarque que nous faisons. Au lieu de réduire les postes ministériels, on les a augmentés, alors qu'on est dans un contexte de cherté de la vie. Et ça va peser évidemment sur nos impôts, sur les dépenses de l'État. Maintenant, il y a la deuxième chose qu'on n'a pas compris, c'est le fait qu'on ait mis le ministère des Sports avec le cadre de vie. Ça là aussi, là quand même. Le cadre de vie là, c'est l'environnement de là où nous vivons. Tout l'environnement qui est autour de nos habitations, de nos villes, c'est ça qu'on appelle le cadre de vie. C'est une question environnementale. Donc si le cadre de vie n'est pas au ministère de l'Environnement, il peut être au ministère du Logement et de l'Urbanisme, il peut être aussi au ministère de la Salubrité. C'est quelle affaire de venir coller cadre de vie avec le sport, alors que le sport, c'est un domaine qui est assez vaste. Ce n'est pas moi qui vais vous informer sur toutes les disciplines sportives et sur l'environnement même du sport en général. Donc vraiment, il y a des incongruités dans cette affaire-là. Bon, de toute façon, nous, on ne fait que faire des remarques. La troisième chose, qui est de loin la plus importante, c'est la suppression du ministère de la Réconciliation. Franchement, c'est une très, très mauvaise décision parce que la réconciliation est une nécessité pour notre pays. Quand vous parlez avec les cadres du RHDP, on vous dit que les Ivoiriens sont réconciliés. Il ne suffit pas de le dire. Qu'en est-il réellement dans les faits? La réconciliation va avec la vérité. La réconciliation va avec la justice. Alors que dans ce pays-là, on a un problème avec la vérité, on a un problème avec la justice. On ne peut pas dire que les Ivoiriens sont réconciliés. Depuis le début, ils ont créé la CDVR. Elle a travaillé, ses résultats n'ont pas été exploités. Ils ont créé la CONARIV. Elle a fait des indemnisations partielles. Aujourd'hui, il y a plein de victimes qui se plaignent. Et quand on parle de victimes, là, ce n'est pas la crise post-électorale seulement. Hein. C'est depuis 2002, il y a des victimes. Il y a eu des victimes en 2002, en 2004, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en arrive aux dernières crises électorales. Donc, on a un véritable problème avec la vérité qu'il faut relever. La vérité en Côte d'Ivoire, c'est que le chef de l'État lui-même ne reconnaît pas l'existence de prisonniers politiques. Il prétend que ce sont des gens qui ont commis des crimes de sang.
Alors que si on veut faire l'inventaire de tous ceux qui ont commis effectivement des crimes de sang, eux encore, ils l'ont fait dans le cadre de leur fonction. Mais ceux qui ont agressé la Côte d'Ivoire, il y a des vidéos même qui existent de leur propre témoignage des exactions qu'ils ont commis. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas en prison. Au contraire, même, ils ont eu des promotions. Et puis des gens qui ont accompli leur devoir républicain en tant que militaires parce qu'ils ont obéi à leur hiérarchie, eux, ils sont en prison depuis 2011. Donc, quand le chef de l'État lui-même n'est pas dans la vérité, ne reconnaît pas l'existence de prisonniers politiques, là, de quelle réconciliation on parle? La vérité aussi, c'est l'absence de justice. Puisque en 2000, quand il y a eu la crise de 2011, le chef de l'État lui-même a mis sur pied une commission nationale d'enquête sur les événements de la crise post-électorale qui a été conduite par Madame Badjo. Et elle a donné ses résultats en juillet 2012 au Premier ministre d'alors, Ahoussou Jano. Mais dans ces résultats-là, qu'est-ce qui était écrit? Il était écrit qu'il y avait 3247, quelque chose comme ça, 200, j'ai oublié les chiffres, mais plus de 3200 personnes tuées pendant la crise. Et sur ces plus de 3200 là, on avait attribué plus de 4400 aux forces pro-Gbagbo et environ 900 au FRC, dont 200 au Dozo. Mais ces chiffres-là, même si on avait tué un seul Ivoirien, c'est déjà un crime. Comment se fait-il que ce sont les forces pro-Gbagbo seules qui aient été poursuivies? Comment ça se fait? Les 900 et quelques qu'on attribue au FRC, là, il n'y a pas eu de procès pour ça. Et la CPI est complice de tout ça. Vous venez faire une enquête, vous prenez les gens d'un camp, vous laissez les autres et puis vous partez vous asseoir sans honte. Donc là aussi, on veut interpeller le procureur de la CPI, M. Karim Khan, pour dire que ce n'est pas normal. Le 3 octobre, l'OIDH a écrit pour demander que la justice poursuive son travail. Et on n'a pas de réponse. Jusqu'aujourd'hui, personne dans le camp des FRC n'a été inquiété. Quand vous gérez la situation dans la partialité, dans l'injustice, il y a quelle réconciliation? Donc, il ne suffit pas de dire les choses, il faut qu'elles soient vraies. On n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans la justice. Notre constitution dit que nul ne doit être contraint à l'exil. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont contraints à l'exil. Il y a des gens qui sont revenus d'exil, on a cherché à les emprisonner, ils sont repartis. Il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, on veut interpeller le chef de l'État. La réconciliation, là, c'est important. Et la réconciliation, là, n'est pas effective. Il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif. Ça, là, depuis 2019, on demande, on ne va jamais cesser de demander ça. Mais pour que ce dialogue-là se fasse, il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Le problème, c'est que le pays n'est pas gouverné. Parce que quand on gouverne de la manière dont ça se passe là, on n'appelle pas ça gouvernance, on appelle ça un règne. Parce qu'il y a un tout puissant qui est en haut là-bas qui décide de tout, c'est bon, c'est pas bon, tout le monde suit. Et il n'y a personne pour lui dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Nous, en tout cas, c'est notre rôle de le dire. C'est notre rôle de le dire, c'est pour cela que nous voulons insister sur le fait que ce nouveau gouvernement-là, il n'est pas bon. D'ailleurs, même c'est un gouvernement où il y a seulement les partisans du RHDP. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas gouvernement. C'est le règne du président qui est là. Il prend ses gens, ils font le travail. Nous, on doit assister, on doit subir. On n'a pas de recours. Il faut qu'on vienne à une gouvernance, une réelle gouvernance, où on prend en compte toutes les parties. Parce qu'il s'agit de notre pays. Ce n'est pas votre pays, c'est notre pays. Et on a aussi, on doit avoir voix au chapitre. On doit contribuer à l'avancement des choses. Donc en conclusion, sortons du règne pour entrer dans la gouvernance, afin que la Côte d'Ivoire puisse véritablement garantir un avenir meilleur aux plus jeunes
qui sont la majorité de la population et qui ont besoin d'avoir de l'espoir, qui ont besoin d'avoir des conditions qui leur permettent d'avoir réellement un avenir, ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce que la jeunesse est maltraitée. On dit parmi les migrants, c'est nous qui sommes nombreux. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Donc vraiment, nous espérons que le chef de l'État et le chef du gouvernement, le Premier ministre, seront attentifs à ce que nous venons de dire. C'est dans l'intérêt de notre pays, c'est dans l'intérêt d'une paix véritable et d'une paix durable. Voilà. Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain focus.